Bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour le deuxième panel mettant en vedette des collègues racisés du secteur des bibliothèques mis en place par le groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Veuillez noter qu'il y a de l'interprétation simultanée en anglais et en français. Vous pouvez utiliser les services d'interprétation en cliquant sur l'icône au bas de votre écran. J'aimerais prendre le temps de reconnaître que les panélistes et les participants se joignent de différents territoires traditionnels non cédés de peuples autochtones qui vivent et travaillent sur ces terres depuis des millénaires. Je vis sur un territoire algonquin-anishinaabe où se situe aussi le bureau de la BRC. J'aimerais reconnaître les contributions de ces premiers peuples de ces terres. J'aimerais expliquer quelques instructions d'intendance. Les participants sont en sourdine. À leur arrivée, il y aura une période de questions à la fin de la présentation pour que les présentateurs et présentatrices puissent se concentrer sur leur présentation. Nous vous encourageons à écrire vos questions dans la section Q&A au bas de votre écran. Les liens vers les documents sont fournis dans la section Converser. La BRC s'engage à offrir une expérience sécuritaire et engageante. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le comité du code de conduite, dont les coordonnées sont dans la zone Converser. Les liens vers les diapositives en français et en anglais sont dans la zone conversée avec les initiatives sur l'EDI de la BRC, une étude sur la diversité et l'inclusion. Il y aura aussi des liens vers les références partagées durant les présentations. Il y aura aussi un sous-titrage en direct. J'aimerais présenter Maha Kumaran, qui est agente de programme invitée pour la diversité et l'inclusion. Elle est bibliothécaire adjointe dans la bibliothèque de musique de l'Université de la Saskatchewan. Sans plus tarder, j'invite Maha à diriger la discussion aujourd'hui. Merci, Julie. Je vis et je travaille à Saskatoon, les terres traditionnelles du territoire 6. Je présente aujourd'hui des Kelowna en Colombie-Britannique. J'aimerais rendre hommage au reste des centaines d'enfants qui ont été découverts sur ces terres. J'aimerais commencer en remerciant les participants de leur présence pour ce deuxième panel mettant en vedette des collègues racisés du secteur des bibliothèques. Avant de présenter les panélistes, j'aimerais porter votre attention aux initiatives récentes en matière de diversité et d'inclusion listées sur la présentation. Nous avons une étude dont les conclusions seront publiées en septembre et les résultats préliminaires sont disponibles sur notre page web. Les panélistes parlent de leur point de vue personnel et de leur expérience personnelle. Ces avis ne représentent pas l'ensemble des bibliothécaires racialisés. J'aimerais commencer en présentant nos panélistes. Afra Boloski, qui est bibliothécaire adjointe à l'Université du Manitoba et dirige une équipe de bibliothécaires dans son rôle de chef de la division des sciences sociales. Dans le travail pour faire avancer le DI, Afra a planifié les premières conversations missionnaires pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs et présenté par le Musée canadien des personnes racialisées. Elle a travaillé pour établir une bourse pour la diversité et l'équité pour aider les étudiants à participer à la conférence 2020. Alan Shaw est bibliothécaire d'engagement communautaire à la bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est agent de liaison pour les archives et la bibliothèque et il s'intéresse aux questions de race dans les bibliothèques universitaires. Alan est coprésident du réseau des bibliothécaires de visibilité, de minorités visibles, c'est-à-dire.
Metin travaille pour l'Université Ryerson depuis 2003 en tant que bibliothécaire de ressources électroniques. Elle est aussi l'agente de liaison pour la faculté de sciences, faculté d'ingénierie et des sciences architecturales. Elle est la cofondatrice et la présidente du chapitre canadien de l'Association des bibliothèques chinoises, CALA. Elle a été élue récemment comme administratrice au conseil d'administration. Léa vient de l'Université Rutgers. Elle aime la course et parfois elle aime la cuisine. Cecilia Tellis est chef de conception et de mobilisation à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, où elle mène des efforts pour s'assurer que les services et les espaces sont fondés dans les principes centrés sur les utilisateurs. Elle coordonne les efforts de communication pour les répercussions des efforts de la bibliothèque pour la réussite étudiante. Elle développe des initiatives pour assurer l'inclusivité et l'accessibilité de la bibliothèque. Merci de votre participation aujourd'hui. Je vais commencer avec les questions. Je vais diriger ma première question à Cécilia. Quels systèmes, structures et politiques doivent changer afin de démanteler le racisme? Quelle est la structure pour la pérennité de l'EDI dans les bibliothèques universitaires? Merci pour la question. Avant de répondre, j'aimerais reconnaître que je vous parle du Québec, un territoire algonquin, Anishinaabe, non cédé. J'aimerais remercier le groupe de travail sur l'EDI de la BRC. J'aimerais aussi reconnaître le courage et la vulnérabilité de nos bibliothécaires noirs qui ont parlé au dernier panel sur les perspectives. J'espère que vous avez eu l'opportunité d'entendre leurs propos. Pour répondre à la question, ce n'est pas une question facile à répondre en peu de temps. J'ai songé à cette question pendant quelques semaines. J'aimerais répondre en offrant un peu de contexte. La réponse simple serait que toutes les structures doivent être transformées, puisque les structures sont créées pour maintenir le statu quo et la plupart des structures sont créées sans tenir compte des identités marginalisées. Elles n'ont pas été créées avec une perspective de diversité. Cependant, nous voyons des efforts en ce sens. Mes collègues ont des choses plus particulières à partager, mais je vais vous donner le contexte de mes réflexions. Récemment, j'ai pensé aux différents cadres de conception d'équité provenant d'organisations communautaires. Vous trouverez le lien dans les documents. Le laboratoire créatif du Missouri a créé un guide pour la conception d'équité fondée sur la communauté afin de revoir différents systèmes. Selon le guide, tous les systèmes produisent ce qu'ils ont été créés pour produire, à moins qu'il y ait des changements délibérés. Si les iniquités sont déjà incluses dans la conception, elles peuvent être changées. Nous devons reconnaître l'inégalité et de se voir comme concepteurs avec le pouvoir de changer les choses. J'adore le terme designer en anglais ou concepteur. On peut penser à un dessinateur de mode, mais un designer est quelqu'un qui a le pouvoir d'agir afin de faire des petits ou des grands changements qui touchent les gens et l'environnement. Toutes nos décisions ont une répercussion sur l'équité. Voilà mon approche quant à cette question. En tant que concepteur, nous pouvons reconcevoir les systèmes inégaux. Il y a un autre sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé ouvertement. La culture de domination et de suprématie blanche et les caractéristiques enchâssées dans nos établissements. Si vous ne connaissez pas la définition d'une culture de suprématie blanche, je veux vous donner une définition de l'Organisation de Montréal sur l'équité. La culture de suprématie blanche est l'idéologie selon laquelle les personnes blanches et leurs idées sont supérieures aux actions et aux idées des personnes de couleur. La suprématie blanche est dans les individus et dans les établissements. Ça se manifeste de façon individuelle et structurelle. Vous verrez les caractéristiques dans un lien dans la zone conversée.
Il y a la peur, premièrement, le sens d'urgence, la quantité plutôt que la qualité, la pensée binaire, avec d'autres éléments de la pensée de suprématie blanche. J'ai dû songer à ma propre personne pour me débarrasser de ces idées, créer un département qui n'a pas ces caractéristiques et créer une organisation qui n'a pas ces caractéristiques. Pour revenir à la question, je veux tout le temps donner un peu de contexte. Il faut s'attarder aux racines du racisme dans nos établissements. En autant que nos établissements reconnaissent la présence de racisme, parfois nos établissements ne sont pas encore dans cette mentalité, afin de pouvoir transformer les cultures. Merci, Cécilia. J'aime l'idée de concepteur et d'avoir le pouvoir de changer que nous avons tous. Alan, est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Je peux toujours répéter la question. Merci, Maha. Merci pour la question. J'aimerais reconnaître que je vis et je travaille à Vancouver, sur un territoire non cédé des peuples Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish. C'est une question bien chargée. Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais élaborer. Premièrement, la transparence dans l'équité salariale, surtout pour les bibliothécaires racialisés. En tant que bibliothécaires, nous ne voulons pas parler ouvertement de nos salaires, mais j'aimerais faire une référence à un article de notre collègue Yann Lilly à l'Université Wilfrid Laurier et l'écart salarial dans les bibliothécaires de la BRC. Il y a un lien dans la zone conversée. C'est un article qui a été publié il y a quelques mois dans les collèges et les bibliothèques de recherche. C'est une question qu'il faut reconnaître, surtout dans les établissements de la BRC. Et l'écart salarial pour les bibliothécaires issus de minorités, c'est plus qu'une question salariale, c'est aussi une question de reconnaissance de notre travail. Cette question est liée à d'autres éléments, mais il n'y a presque aucune transparence quant au salaire, surtout au moment de l'embauche, les salaires de tous et chacun, mais aussi l'équité dans la main-d'œuvre. Si on ne parle pas de ce sujet, qui est un sujet sensible pour bon nombre de personnes, ce qui traite de mérite, de promotion, de permanence, nous ne rendons pas service à l'ensemble de la profession, surtout en ce qui a trait à l'EDI. C'est un article fort important. Il ouvre la voie à plusieurs discussions nécessaires. Ce qui est intéressant de cet article, c'est qu'il se compare à l'ARL, nos homologues américains. Ce que Yann Lee a constaté dans l'article et la discussion, c'est qu'il y a eu des efforts aux États-Unis pour réduire l'écart entre les bibliothécaires. Ces efforts ne sont pas les mêmes au Canada. Nous devons à tout prix nous attaquer à cette question. Je n'ai pas fait l'effort pour ma bibliothèque en particulier, mais j'ai constaté qu'il y a un écart entre les différents bibliothécaires de mon établissement. Et je me prends comme exemple. Il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être menées. Je voulais aussi soulever le point sur la diversité. Le terme diversité a été utilisé jusqu'à un point où il a perdu sa signification. C'est un mot à la mode qui n'apporte pas toujours le changement transformatif. La diversité est maintenant rendue un mot qui sert à justifier les structures et les comportements qui proviennent de la culture de suprématie blanche. Nous constatons une porte tournante de bibliothécaires racialisés qui ne sont pas retenus dans leurs postes et leurs établissements. Il n'y a pas suffisamment de recherche au Canada sur ce sujet.
J'utilise Black Lives Matter comme point important. Le système n'est pas brisé, il a été conçu comme ceci. Nous avons hérité d'un système qui a plusieurs siècles et nous sommes en train de découvrir ces réalités. J'aimerais aussi faire un point par rapport à la faction. C'est parfois un sujet tabou. J'ai utilisé la recherche de Victor Ray, un sociologue. Il utilise les politiques raciales de la citation. Il indique que les citations servent au rendement plutôt que la recherche. En tant que chercheur, il y a de la recherche et de la collaboration. Selon le dernier recensement, 90% des bibliothécaires sont blancs. C'est un défi. Il y a des panels sur des priorités raciales qui sont ghettoisées. Il y a une préférence pour citer des auteurs qui sont des membres du même groupe, résultant de schémas de professionnalisation socialisée. Si vous regardez l'ordre du jour, il y a des bibliothécaires racialisés qui vont présenter ensemble et les bibliothécaires non racialisés vont présenter ensemble. Il y a donc cette mise en ghetto de différents groupes. C'est prédominant dans différents domaines, en communication, en sociologie. Il y a même un mot-clic qui s'appelle dièse communication so white. Nous devons nous attaquer à la pérennité des bibliothécaires blancs et je dois parler de la règle Rooney qui n'a pas été suffisamment soulevée au Canada dans les bibliothèques universitaires. Merci, Alan. J'ai retiré 3 points importants. La transparence dans tous nos efforts d'équité, ne pas rendre les efforts en EDI des commodités et de changer les structures. Afra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de particulier? Oui, tout à fait, mais juste avant, j'aimerais reconnaître que je suis situé à Winnipeg, le territoire du traité 1, le territoire traditionnel des Anishinaabe, Cris, Ojibwe et des peuples Dene, et aussi la terre des peuples métis. Pour répondre à la question et faire du pouce sur ce qu'Alan a mentionné, il faut faire des analyses critiques dans les structures des bibliothèques. Je peux vous parler d'un point de vue pratique. Il faut trouver des façons d'examiner la question. Par exemple, il faudrait mener des vérifications internes sur les structures, les systèmes et les politiques pour trouver les éléments problématiques. Ensuite, nous pouvons regarder comment intégrer plus d'EDI dans ces politiques et d'avoir une approche antiraciste. Plus particulièrement, je voulais me pencher sur les politiques d'embauche et de regarder de façon critique les politiques d'embauche dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques en général. Il y a une tendance à faire des embauches à l'interne, regarder des candidats à l'interne pour les postes disponibles. Nous pouvons créer une structure de pérennité pour l'EDI dans la recherche bibliothécaire. Il faut remettre en question le statu quo. Tout comme Alan l'a mentionné, ce n'est rien de nouveau. Nous savons que dans le recensement 2018, il y a un manque de bibliothécaires racialisés ou des bibliothécaires issus de minorités visibles qui composent 10% de la population du Canada. Pour les bibliothécaires universitaires, le chiffre peut être encore plus petit. Il faut regarder les pratiques d'embauche et de déterminer si elles peuvent faire avancer la présence de minorités dans des postes universitaires.
Il peut y avoir des appels d'intérêt. C'est une autre façon de restreindre le bassin de candidats. Il faut considérer différentes questions. Est-ce qu'il y a une tendance systémique à se fier aux recherches internes pour l'embauche, où il y a un faible nombre de bibliothécaires racialisés? Et si c'est le cas, comment accroître la diversité? Voici une question pour les dirigeants de bibliothèques. Quelles sont les opportunités pour faire l'embauche à l'interne tout en voulant diversifier le bassin de bibliothécaires racialisés s'il n'y a pas de bibliothécaires racialisés dans les établissements? Merci, Afra. Votre question principale, est-ce que nous remettons en question le statu quo? C'est une très bonne question. Je vais procéder avec la prochaine question. Des bibliothèques, des écoles de bibliothécaires et la promotion et la permanence, quel changement est-ce que notre milieu peut amener en 2021 pour voir le résultat d'une stratégie pratique pour aider les bibliothèques universitaires au Canada à attirer plus de bibliothécaires noirs, autochtones ou de couleur? Je vais commencer avec Alan pour répondre à cette question. Merci, Maha. J'aimerais toucher à différents points. Premièrement, la représentation sur les communautés d'embauche. Afra en a parlé, ainsi que Cécilia. Les communautés d'embauche devraient avoir une plus grande réflexion sur les personnes assises à la table. C'est une métaphore. Qui a une place à la table? Les bibliothécaires racialisés n'ont pas toujours une place à la table. Et si les bibliothécaires racialisés ont une place à la table, ils n'ont pas toujours la possibilité d'exprimer leurs opinions. Le comité d'embauche devrait avoir une personne qui vient d'une majorité. J'essaie d'inverser la responsabilité pour s'assurer que le bassin de candidats est diversifié. Ce sont des efforts de bibliothécaires racialisés et non racialisés et de songer à la représentation communautaire. Nous devons ébranler les processus d'embauche traditionnels qui sont enracinés dans le milieu de bibliothèque universitaire afin de déterminer si la personne cadre avec le poste avec l'intuition. J'ai entendu un commentaire d'une personne qui disait « Est-ce que c'est une personne avec laquelle je veux prendre un café? » C'est un défi pour les bibliothécaires racialisés de correspondre au poste. J'ai parlé de la règle Rooney. J'aimerais élaborer un peu plus sur la règle Rooney, qui a commencé dans la Ligue nationale de football, qu'il devrait y avoir toujours une personne issue d'une minorité qui a fait un entretien d'embauche pour un poste de dirigeant. C'est une action aux États-Unis. Certaines organisations utilisent cette mesure, mais les bibliothèques universitaires doivent instituer la règle Rooney pour chaque poste, pour chaque subvention, pour chaque présentation. Donc, ce n'est pas seulement une question qui touche le processus d'embauche. Il faudrait aussi avoir un chef de la diversité dans la haute direction. Il y a assez de groupes de travail sur la diversité dans toutes les bibliothèques, mais d'avoir un haut dirigeant qui a le pouvoir décisionnel, une personne qui peut développer et mettre en place des programmes, faire la promotion d'objectifs pour adresser la diversité et l'inclusion en consultation avec les administrateurs de bibliothèques. Nous avons souvent la réponse, eh bien, tous les directeurs s'occupent de la diversité, mais ça ne règle pas la base du problème. Personne ne le fait quand tout le monde le fait. Il faut y avoir des grands changements de nos écoles de bibliothéconomie.
Nous devons faire des efforts dans les programmes de premier cycle. Nous avons beaucoup des étudiants des sciences humaines, mais est-ce que nous pouvons créer différents ponts entre les programmes de premier cycle et les programmes de maîtrise en bibliothéconomie pour aller mobiliser les populations racialisées? Nous devons cibler les étudiants de premier cycle de couleur qui sont orientés vers la recherche pour trouver des étudiants qui peuvent considérer une carrière en bibliothéconomie. C'est quelque chose qui manque, du moins dans mon programme de bibliothéconomie. Et nous devons accroître nos réflexions dans ces processus. Merci, Alan. D'avoir non seulement des personnes qui siègent au comité, mais d'examiner leur pouvoir dans le système. Les écoles de bibliothéconomie doivent faire de plus grands efforts pour adresser la situation de diversité et d'inclusion. Je demandais à Ale de répondre à la même question. Merci, Maha. C'est une très bonne question. Et merci d'avoir offert ce forum pour cette discussion très importante. J'aimerais reconnaître que je travaille à Toronto. La ville de Toronto est sur un territoire traditionnel autochtone. Juste avant de répondre à cette question, le groupe de travail sur l'EDI a un document qui s'appelle Stratégie et pratique pour embaucher et retenir des personnes talentueuses issues de minorités. Je pense que ce document répond à la question de façon rigoureuse en offrant des outils et des stratégies pratiques pour mettre en œuvre des politiques. Je crois cependant qu'il y a un élément central de ce document qui répond à cette question. Pour attirer et retenir des personnes talentueuses diversifiées, ne diffère pas de l'embauche et la rétention de n'importe qui d'autre. Nous devons comprendre les motivations de ces personnes et comprendre les ressources dont elles ont besoin. Est-ce que nous offrons ces ressources selon leurs besoins? Est-ce que nous avons des suppositions sur leur façon de s'épanouir dans leur carrière? Les bibliothécaires racialisés doivent s'épanouir dans une culture d'inclusion où tout le monde peut se sentir à l'aise à partager son avis. Est-ce qu'il y a des ressources pour éduquer le personnel et pour soutenir les bibliothécaires racialisés et mettre en place les politiques et procédures? Un des facteurs clés dans cet effort, nous avons toutes sortes de politiques et des changements de système. Mais un des facteurs importants est le facteur humain. Et c'est le facteur le plus subjectif. Il peut aller dans un sens ou dans un autre selon le point de vue. Alain a pris l'exemple d'un comité d'embauche. Afra aussi parlé des pratiques d'embauche. Tout se résume à la table d'embauche. Lorsqu'il y a un groupe de personnes qui se rassemblent et une ou deux personnes dominent la discussion d'embauche et déterminent que c'est une personne qui correspond au poste. Alors que dans d'autres cas, il y a des personnes qui font partie du groupe d'embauche dans l'esprit de la diversité, mais n'a pas un vrai pouvoir d'influence afin de pouvoir démontrer les avantages de la diversité dans l'ensemble de l'organisation. On sait de façon générale les avantages de la diversité. Nous savons que la diversité apporte une plus grande innovation,
La diversité encourage le partage de différentes idées. Ce sont des éléments positifs pour l'amélioration organisationnelle. Nous pouvons aussi offrir une trousse d'outils au personnel qui crée de la sensibilisation culturelle sur les réalités des différentes cultures. Nous avons plusieurs choses en place. Les RH ont peut-être de la programmation, de la formation, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être qu'il faudrait rendre ça obligatoire. Donc, il ne faut pas faire des hypothèses ou des partis pris, en fait, ou des façons de penser. Et ce que je prévois, ce que j'aimerais visualiser, c'est qu'il y ait une entente mutuelle, une entente commune. L'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est de retenir ou de préserver. Il faut avoir du soutien, un réseau de soutien très robuste pour soutenir la diversité afin qu'ils réussissent à s'intégrer. Le réseautage, c'est aussi, et c'est ce qui peut faire toutes les différences à travers la culture. Il y a en fait différentes sources de valeurs selon les cultures. Toutes les cultures apportent une valeur. Certaines vont valoriser l'individu plus que en fait, plus que la collectivité. Et moi-même, en fait, dans moi, j'ai pas été élevé avec le sens du réseautage. Donc, il faudrait peut-être apprendre les uns des autres, hein, les valeurs qu'on voit, les valeurs individuelles, les valeurs. Donc, c'est sûr que cette idée d'un réseau de soutien est primordiale. Essayer d'aller, en fait, entrer en contact avec d'autres organismes, d'autres instances semblables qui ont des valeurs partagées. Et ABRC Canada, il y a beaucoup d'organismes apparentés qui peuvent nous aider, et peut-être des établissements, en fait, peuvent nous conseiller à le genre de personnes qu'on devrait recruter. Et utiliser bien le réseau qui existe déjà, que nous avons déjà établi pour recueillir les bons renseignements, pour assurer le bon soutien et pour bien réussir, en fait. Merci beaucoup, Lay. Même si aussi ce document d'embauche, vous allez trouver ça sur le site web. Et dans les diapositives, ce que j'ai appris de Lay sont des motivations, des ressources pour soutenir, en fait, les collègues racialisés, tout en comprenant que la culture humaine est variable. Il faut faire l'espace pour les questions subjectives ou les nuances de différenciation et peut-être créer une coffret d'outils pour la sensibilisation culturelle. En fait, de faire des pratiques en équité et diversité obligatoire, peut-être des pratiques obligatoires pour assurer l'équité et la diversité. Cécilia, Madame Thalès, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi j'aimerais ajouter. Personnellement, j'ai toujours cherché d'accueillir autant que possible. Et, en fait, mon application, j'ai en fait nos tentatives dans nos projets. Je voulais me faire voir, en fait, l'expérience que j'ai réussi, moi, comme une personne racialisée. Et je suis présent, j'ai un succès, et moi, je peux recruter aussi. Je suis, que je suis, en fait, pour que je peux devenir un agent de changement, de transformation. L'autre chose que l'AI,
En fait l'entrevue aussi, poser des questions sur la rétention aussi. Qu'est-ce qui va vous aider à rester, à devenir permanent? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir pour assurer une stabilité? Une conversation très importante qui doit être encadrée pour ne pas faire peur aux candidats ou aux bibliothécaires, qui va chercher vraiment à comprendre, en fait, démontrer l'importance pour les bibliothécaires et de travailler, de soutenir le réseau. Voilà ce que j'ai souhaité ajouter. Merci, Cécilia. Une personne modèle, on peut avoir des personnes pour les bibliothécaires qui aimeraient en fait être un agent de changement aussi. Ça peut être un allié, ça peut être des personnes dans les technologies, aussi dans les personnes qui travaillent dans l'informatique. Merci beaucoup, Cécilia. La prochaine question. Dans le dernier panneau, Cécilia, qui dit les bibliothèques noires de couleur, on a et elle est un obstacle. Surtout les pays qui viennent d'autres pays et qui ont une expérience autre. Bien sûr, ils n'ont pas nécessairement de certification, pas nécessairement d'agrément. Comment on peut enlever ces obstacles, l'intégration, c'est une solution? Changer les conventions collectives. Est-ce qu'on change nos conventions collectives? Mais je ne sais pas si on a, doit le faire, de changer. Qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle? Et puis, et Alan, aussi, je vous écoute. Très intéressant comme question. Pour l'agrément, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est, c'est quelque chose qui est très important qu'on doit considérer. Regardez d'autres professions comme les avocats ou en fait des dentistes, en fait, il y a un genre de limité. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Est-ce qu'on a un système réglementaire? Très souvent, on ne peut pas faire le mentorat. En fait, les stagiaires qui sont à l'étranger, en fait, pour qu'ils peuvent commencer tout de suite dans notre profession, très souvent, on a besoin de leurs compétences, leurs idées, leurs perspectives pour être très utiles. On est tellement bloqué sur l'agrément. L'agrément, il faut être un bibliothécaire agréé. Mais je reviens à l'idée que pourquoi ce sont les Américains qui définissent nos... oui, c'est sûr, il y a des grandes bibliothèques et c'est sûr qu'on demande... mais pour nous-mêmes, pour notre identification, et on parle aussi de bibliothèques publiques, il n'y a pas d'autres critères d'agrément, de certification de l'ABAC. Peut-être un des organismes qui a aidé à développer un agrément ou certification canadienne, qui est spécifiquement canadienne. Ça peut être éventuellement le AOL, c'est sûr, il y a des conséquences politiques. Il y a aussi les conventions collectives aussi qui sont très importantes, que c'est très, très compliqué. Est-ce qu'on peut changer toutes ces questions? Peut-être on devrait regarder de plus près ces critères de certification et ça devient un obstacle à beaucoup de bibliothécaires de talent qui ne peuvent pas en fait devenir des bibliothécaires universitaires à cause de ILA. J'ai un collègue aussi dans une bibliothèque publique et moi j'ai contacté ce collègue, j'ai parlé de son travail, c'est une femme, elle avait dit oui, son travail est très important depuis 30 ans. Ravi Badi, bibliothécaire de services multiculturels, elle demandé l'école de bibliothéconomie, en fait, donne des ressources pour les bibliothécaires qui sont formés à l'étranger. Mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions, pas de ravi, après son document, comment les bibliothèques étrangères peuvent avancer au Canada. Elle a affiché en fait, le site web de la bibliothèque publique. Donc, c'est savoir naviguer le système. Qu'est-ce que ALA? Qu'est-ce que agrément ALA? Beaucoup de bibliothèques qui viennent de l'étranger se posent la question. Donc, pour l'Association des bibliothèques de Colombie-Britannique, elle a fait beaucoup de pression
Et le Canada en soi est un très grand pays, beaucoup de variants, et ce n'est pas une seule voie. Mais ça fait 30 ans qu'elle intervient en ce sens. Le programme un an à Western, à l'Université Western. Donc, on peut avoir en fait un diplôme accéléré, en fait, pour revenir aux bibliothèques universitaires, un diplôme d'un an, même une formation MLS qui n'est pas agréée à là. Mais ça coûte, il y a un coût, il y a un coût. Ça coûte cher, il faut dire. ALA, ça devient une barrière à cause des coûts même d'obtenir. Et le sondage Wimlock, peut-être il y a une baisse dans le niveau de diplômés de Western, mais il faut creuser beaucoup les données, en fait, pour savoir exactement c'est quoi. Mais une hypothèse, ça coûte, c'est le prix, en fait, c'est trop prix excessif pour les bibliothécaires étrangers. Il n'y a pas de réponse facile. Je pense qu'à BRC et nos écoles, collègues, il faut s'unir pour en fait favoriser ceux qui ont des compétences sans nécessairement qu'ils possèdent les compétences ou les certifications ALA. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un seul organisme qui pourra trouver une résolution. Il faut beaucoup plus de personnes autour de la table, en fait, d'autres intervenants qui échangent, qui, en fait, on va en fait établir une équité de voix ou une équité de droit de parole. Merci beaucoup, Alan. C'était très bien dit. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours respecter cet agrément à LA? Peut-être le génie, médecine, il y a des examens. Pourquoi on n'a pas quelque chose des examens? On peut établir l'examen pour, en fait, pour être admis à la profession. Mais, hein, oui, merci beaucoup. Les, oui, je pense qu'on devrait avoir la version canadienne. Peut-être une solution. J'ai peur que. Je crois que ce sera très long pour arriver à une solution. En plus de la demande, ou en fait, demande pour être admis. Imaginez les postulants ou les postulants et toute la documentation qu'ils doivent réunir. Peut-être on doit avoir différentes portes d'accès. Reconnaît en fait des politiques de reconnaissance ou d'équivalence pour faire une recherche sur certains sujets. Donc, il peut faire la recherche, répondre à certaines questions, en fait, pour mettre en valeur leurs compétences déjà acquises. Peut-être on peut leur demander de faire écrire un papier de recherche. En fait, peut-être on peut pas. C'est sûr qu'il y a des écoles de bibliothéconomie qui ne sont pas inclus dans l'accréditation. Et je ne sais pas si c'est vraiment pratique, mais j'imagine les différentes voies d'accès, le nombre d'écoles de bibliothéconomie. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais peut-être on pourrait créer une base de données. Si on a des bases de données, en fait, on a peut-être 400 bases de données différentes. En fait, on parlait par le cursus clé, quels sont les cours de base ou une autre chose qui n'a pas nécessairement de rapport, mais c'est mon observation à moi. Hein. Mais je connais plusieurs bibliothécaires qui ont été formés à l'étranger. Leurs diplômes sont souvent dans le domaine de la technologie, peut-être dans la programmation. En fait, donc ça peut être concentré, en fait spécialisé, surtout côté de technologie. Et quand on parle de littératie, quand on parle de méthodologie ou pensée critique, peut-être on peut prendre en considération ces compétences lorsqu'on va créer des programmes associés pour attirer les personnes qui viennent d'ailleurs. Et je pense que
Il faudra moins prendre en considération les cours qui ont été suivis dans d'autres pays, dans d'autres cultures, les cours qui sont mis en évidence. Et c'est quoi la cause profonde pour qu'on ne reconnaisse pas leurs compétences? C'est quoi la différence dans les cours? Est-ce que les cours qu'ils offrent ailleurs ou qu'on offre ici, est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Est-ce qu'il y a un écart ou est-ce qu'il y a une différence de niveau? Comment on peut établir des équivalences, en fait, pour que ça corresponde à ce que nous exigeons de nos diplômés? Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, Lé. En fait, créer un terrain de jeu, niveler le terrain de jeu, soit par un test, une certification, un papier de recherche, et créer davantage de cours, offrir davantage de cours qui sont intéressants de point de vue culturel, surtout ceux qui sont intéressés à la technologie ou d'autres domaines de recherche. Merci beaucoup, les Cécilia. Et vous, comment vous allez ajouter aussi, comment on peut enlever les obstacles? Moi-même, moi, je suis responsable embauche, et j'ai beaucoup d'affichage de poste. On offre l'équivalence, on voit une compétence ou l'équivalence. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'équivalence? Et moi, je pense à ça souvent. Je n'ai pas trouvé les définitions, je n'ai pas de confiance que je peux dire, c'est qu'est-ce que je peux établir comme équivalence. Ils ont les cours X, Y, Z, mais qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce que... Il faut peut-être revoir nos politiques d'embauche. Qu'est-ce que nous recherchons dans un candidat? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Est-ce qu'on peut... Peut-être ils n'ont pas l'agrément ILA. Donc, cette idée de... Donc, qu'est-ce qu'autre soutien on peut donner à la place, l'agrément ILA? Et qui va le faire? Qui va le faire de l'établir? Est-ce qu'il faut une tierce personne? Est-ce que c'est une tierce personne morale qui va nous aider à évaluer pour établir les correspondances? Et la réponse n'est pas facile. Il y a peut-être des solutions pratiques qu'on a essayées, mais je suis toujours en train de questionner, en fait, la pertinence. Surtout pour la prochaine génération de bibliothécaires, si on souhaite voir des changements. Une question d'un million de dollars. L'équivalence, comment est-ce qu'on peut l'établir? C'est sûr. Merci beaucoup de votre contribution. La prochaine question, c'est pour les jeunes bibliothécaires qui sont au début de leur carrière ou ont point d'entrée dans la carrière, ceux qui sont en entrée dans la profession. Comment est-ce qu'ils doivent penser, et surtout pour les candidats racialisés, qu'est-ce qu'ils doivent penser comme profession, la possibilité de, en fait, d'avancer dans la profession? Afra, voulez-vous commencer? Merci beaucoup, Mara. Pour être à l'aise moi-même, je me parlais de mon expérience. Je parlais de mon expérience. Parce que moi, parler des personnes qui commencent dans la profession, ce que j'ai fait, je suis dans une fonction de leadership ou de direction. Moi, j'ai commencé en plus tard dans ma carrière. Je suis devenu bibliothécaire universitaire. J'ai travaillé dans des bibliothèques spécialisées. Moi, je regarde ce que j'ai fait moi-même dans les 10 dernières années, ce que j'ai fait en tant que bibliothécaire ou dans le monde de la bibliothéconomie, la fonction que j'occupe maintenant et comment je suis arrivé, les fonctions que j'occupe. J'ai fait des choses. J'ai essayé de devenir champion de moi-même. J'exprime mes intérêts, je vocalise mes intérêts, surtout pour les postes de direction. Je parle avec mon superviseur, en fait, les bibliothécaires adjoints. Il y a beaucoup de mouvements dans mon établissement, dans mon université. Ce n'est pas une occasion unique. Je vais donner à répétition, avoir ces conversations, en fait, au fil des ans. J'ai toujours partagé mes intérêts. Donc, je parle toujours de mes forces et de mon expérience avec offrir les opportunités qui pourraient être disponibles pour bien comprendre les opportunités qui se présentent. Qu'est-ce que je pourrais, si je devais faire une nouvelle demande, si je devais poursuivre une nouvelle opportunité, je regarde qu'est-ce qui se présente à l'horizon. Et j'ai parlé de l'objectif.
en fait, de saisir les opportunités de direction. Moi, c'est toujours de visualiser, d'avoir une vision de ce que je veux faire professionnellement. Et ça, dans l'analyse de performance, j'en ai parlé. Je savais, en fait, j'ai dit à mes superviseurs, d'autres, pour voir quels sont les objectifs. Je veux accéder à un poste de direction. Et formation continue, la formation professionnelle aussi, peut-être les cours qui sont disponibles dans mon établissement, développement organisationnel, ou des cours, des événements de formation, en fait, que je peux utiliser avec, en fait, même si je dois payer. Et toujours à la recherche d'opportunités où je peux exercer mes compétences de direction. Sans doute, il y a des opportunités qui existent à l'intérieur de notre établissement, mais il y en a d'autres, en fait, pour des fonctions facultatives. On peut travailler au sein d'une association. Et à l'intérieur de la bibliothèque même, je cherche les possibilités de diriger un groupe de travail ou un comité, de présider un comité. C'est quelque chose qui vous intéresse et je vous recommande quand même d'examiner, de prendre ces mesures, parce que si direction vous intéresse, cherchez toutes les possibilités de renforcer vos compétences, de faire l'acquisition de nouvelles compétences par le perfectionnement, la formation continue et identifier les possibilités de diriger un groupe ou lancer un groupe de soutien. Et encore une fois, tout dépend des relations avec votre supérieur. Vous avez un bon espace pour échanger avec le supérieur. Mais il faut partager surtout de vos propres intérêts, de vos objectifs. Voilà quelques recommandations que je pourrais proposer. Merci, Afra. C'est très bien. C'est pas toujours facile pour les nouveaux bibliothécaires racialisés être son propre champion. Ajoutez vos intérêts pour la direction et suivre beaucoup de cours. J'espère que des personnes vont partager avec vous. Peut-être vous pouvez discuter avec les autres, les nouveaux et les nouvelles bibliothécaires. Alain, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Excusez-moi. Moi, je regarde la question, surtout pour ceux qui débutent dans la profession. Surtout pour les bibliothécaires racialisés ou les collègues racialisés. Quand on parle de possibilités de leadership, de direction, de gestion, beaucoup de bibliothèques ne pensent pas à la gestion ou à la direction. C'est vrai. Eh bien, c'est vrai, parce qu'il y a des obstacles, en fait, pour accéder à ces positions de direction. Il y a beaucoup d'obstacles professionnels, il faut du temps, il faut l'expérience, il faut l'expertise, comme Afra dit, il y a beaucoup de barrières à surmonter, en fait, pour accéder. Il y a les gens aussi, il y a aussi des barrières culturelles, c'est sûr, et raciales, il faut le reconnaître. Quand vous avez vous ne connaissez pas même les structures organisationnelles, vous ne connaissez pas la culture organisationnelle. Il faut l'apprendre, il faut connaître les voies. Et ça prend du temps pour développer ses compétences ou même le désir, en fait, on prend le temps pour enlever les obstacles. On devrait enlever les obstacles ou les entraves. Il y a une autre chose que j'aimerais dire, ajouter à la définition de direction, en fait, un dirigeant. Pendant très longtemps, on a une idée préconçue, une idée fixe à quoi ressemble un dirigeant. On a reçu la formation, la personnalité, en fait, les personnes. Vous êtes dirigeant, vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas fait pour être un gestionnaire ou un dirigeant, vous n'êtes pas un chef né. Et c'est sûr qu'on a des préjugés. Beaucoup de bibliothécaires tombent dans cette catégorie à cause de la culture qui existe. Et à cause de l'éducation, de la façon qu'on a vu. Et c'est certainement uniquement pas dans leur culture. Hein. Et c'est sûr, on peut l'apprendre pour devenir un dirigeant.
Mais qu'est-ce que ça veut dire devenir? Vous avez une certaine moule qu'il faut développer. Il faut correspondre à la moule. Il faut que ça vous convienne. C'est ça quand on parle de devenir, ou en fait, une personne capable d'assumer une direction. Et donc, est-ce qu'on dit, et si vous n'êtes pas dans la moule de la personne qui est conçue ou qui est comprise être une personne de dirigeant, inconsciemment, vous serez exclu, en fait, de ces fonctions de direction. Et, et tout simplement, il faut reconnaître, il y a différents styles de direction. Il y a des façons d'être leader sans être agressif ou trop agressif, sans chercher les conflits ou être une source de conflit, sans être toujours contestataire. Et je pense qu'il y a des avantages qui peuvent contribuer au poste de direction. Donc, il faut les visualiser, être capable de reconnaître quels sont vos atouts, vos compétences, et quelqu'un qui convienne, en fait, une personne qui peut, avec beaucoup de confort, monter l'échelle. Mais il y aura toujours des barrières, comme j'ai dit, comme les barrières psychologiques ou culturelles. Mais c'est beaucoup les barrières naturelles, professionnelles, même les barrières de personnalité. Il y a des personnes qui sont introverties, qui sont plus timides. Mais c'est sûr qu'il y a moule, il y a toujours un moule. Et le moule doit être transformé ou remplacé ou reconçu pour une perspective d'équité et de diversité. Cécile, avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? Moi, j'essaie de visualiser les nouveaux bibliothécaires. Il faut le croire. Il faut le croire que vous avez la possibilité. Des fois, vous ne voulez pas le croire. Il est impossible de le croire. J'ai jamais fait des cours de gestion. Moi, j'ai fait uniquement les cours en bibliothéconomie. J'ai une confiance. Alors, donc, il faut commencer à renforcer votre confiance dans votre capacité de gérer le mentorat, ou en fait, avoir quelqu'un qui va vous suivre à l'emploi, le job shadowing. Puis vous avez peut-être établi une relation avec une personne qui deviendra le modèle pour vous poser qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Et chercher à comprendre qu'est-ce que fait un gestionnaire, qu'est-ce qui fait les dirigeants. Mais juste moi, ce que je continue à faire moi-même, je suis les personnes sur les médias sociaux, les personnes que j'admire en termes de leurs compétences en recherche, en leurs compétences en gestion. Et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire pour moi, le leadership. C'est sûr, ça change pendant la pandémie. Comment on a changé en moment de crise, il y a un certain virage. Il y a de nouvelles directions, il y a des changements dans les postes directeurs. Gestion du changement, voilà, c'est très important. Et aussi, il y a eu une conférence l'année dernière, conférence sur la gestion des bibliothèques universitaires. Et c'était très pratique. CLM, on se prépare déjà aux prochaines éditions de conférences. Alors, j'aime suivre des conférences de ce genre-là où on parle de leadership. Une dernière chose que j'aimerais dire, il faut faire de la lecture. Qu'est-ce que le programme de gestion peut ressembler, surtout dans le contexte des bibliothèques? Une fois que vous progressez dans votre carrière, vous serez prêt à faire des demandes, prêt à demander cette subvention de votre superviseur afin de planifier pour ces opportunités. J'aime le fait qu'on ait soulevé l'idée de faire sa propre promotion et défendre ses intérêts. Il faut songer à cette possibilité. Parfait. Merci, Cécilia, d'avoir rappelé le fait d'être ses propres défenseurs, mais il y a aussi l'encadrement, les ateliers et les conférences sur le leadership. Il faut chercher aussi des alliés dans l'établissement et à l'extérieur de l'établissement. Il n'y a peut-être pas beaucoup de bibliothécaires racialisés, mais ça peut aussi être des personnes de la culture blanche qui peuvent être vos alliés pour vous aider à progresser. Prochaine question maintenant.
Quel conseil est-ce que vous donneriez aux directeurs de bibliothèques qui veulent encadrer les jeunes bibliothécaires noirs, autochtones ou de couleur à progresser dans leur carrière? Je peux commencer avec les pour cette question. Tout revient à la question fondamentale et la déclaration que j'ai faite plus tôt. Quelles sont les motivations, quelles sont les ressources nécessaires et quelles sont les mesures de soutien que ces personnes ont de besoin? Les bibliothécaires racialisés en milieu de carrière sont assez à l'aise dans leur poste et commencent à songer à des postes de direction. Les directeurs de bibliothèque n'ont pas suffisamment donné des commentaires constructifs et honnêtes. Les directeurs et directrices sont polis, mais n'offrent pas les commentaires nécessaires afin que les bibliothécaires diversifiés aient les outils nécessaires pour progresser. Ce sont des questions qui peuvent être abordées de différentes façons. Je crois qu'il y a une trop grande politesse qui est un obstacle à la franchise pour l'amélioration. Il faut de la rétroaction qui se concentre sur les forces et encourager ces bibliothécaires diversifiés et trouver des caractéristiques sur lesquelles il faut travailler. Il peut y avoir la reconnaissance de style, de direction et de leadership. Les leaders pourraient songer à ces questions de rétroaction honnête et offrir les ressources appropriées, à parler des opportunités d'atelier. Il y a des programmes sur le perfectionnement du leadership offerts par différentes organisations. J'aimerais également parler des programmes de mentorat. On peut vouloir établir des programmes de mentorat ou d'encadrement dans l'établissement et de communiquer avec d'autres programmes de mentorat dans d'autres établissements. Ce sont d'excellentes ressources pour offrir de la rétroaction d'une autre perspective. Ça peut être une source de commentaires honnêtes. Ces relations de mentorat pourraient vraiment débloquer certaines choses et offrir des suggestions pratiques pour s'améliorer afin de commencer à entrevoir les étapes subséquentes. Merci, Lay. Je surveille le temps. Je vais demander à Cécilia de répondre ensuite. Oui. Si vous souhaitez encadrer un bibliothécaire ou une bibliothécaire en milieu de carrière, il faut savoir qu'il y a déjà une expertise. Dans plusieurs cas, c'est la deuxième ou la troisième carrière. De reconnaître les atouts que ça peut apporter dans une relation de mentorat. Il faut aussi soulever la question de vulnérabilité. Il faut être à l'aise à partager des moments d'échec, des moments de révélation dans des limites préétablies. Évidemment, il peut y avoir un moment de vulnérabilité qui sont importants dans les relations de mentorat. Il faut aussi avoir du temps à consacrer à cette relation de mentorat. Et réfléchir aux raisons pour lesquelles on offre le mentorat. Ce n'est pas seulement un mentorat qu'on fait parce que c'est nécessaire, mais de vraiment s'investir dans la relation de mentorat. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Merci, Cécilia. Afra, avez-vous d'autres choses à ajouter?
Pour faire du pouce sur les et Cécilia, il faut que la relation de mentorat soit délibérée. Il faut y aller de tout son cœur. Je suis vraiment axé sur l'action. Je pense qu'il y a des avantages pour les personnes qui bénéficient du mentorat. Il faut regarder les opportunités à l'intérieur de la bibliothèque et à l'extérieur. Je crois qu'on en a déjà parlé en regardant les différentes opportunités de perfectionnement professionnel. ACRL a différentes institutions de leadership. Cécilia en a parlé. Il y a définitivement des opportunités que les directeurs et directrices de bibliothèques peuvent partager aux bibliothécaires noirs, autochtones et de couleur en milieu de carrière. J'espère que c'est des choses qui intéressent ces bibliothécaires en milieu de carrière d'entrée de jeu. Il faut avoir ces discussions et s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde quant aux intérêts de travail pour que ce ne soit pas quelque chose d'unilatéral. Parfait, merci. Alan? Alan, vous pouvez activer votre micro. Merci, Maha. Je suis d'accord avec l'idée des panélistes et d'agir de façon délibérée et de ne pas le faire parce que c'est nécessaire. Il faut que ça aille au-delà de seulement vouloir aider un bibliothécaire BIPOC. Je pense que ça peut vraiment laisser un héritage important si le mentorat est fait comme il faut. Il faut commencer par des petits efforts. Il faut réfléchir à ses propres motivations. Lorsque vous pensez à la correspondance dans la culture, lorsque vous évaluez un candidat ou une candidate, ou lorsque vous choisissez une personne à mentorer, il faut en apprendre sur ses préjugés inconscients. Il faut bien analyser le mot diversité. Le mot diversité est utilisé pour décrire différentes choses. Je pense qu'il faut penser aux opportunités de décolonisation et d'antiracisme. Il est possible de s'instruire dans la littérature et les différents orateurs. Il faut essayer de ne pas perpétuer la culture blanche dans la profession de bibliothécaire. Il faut savoir quelles sont ses motivations à offrir du mentorat pour les bibliothécaires BIPOC en milieu de carrière. Donc, l'intention et la correspondance entre le mentor et la personne bénéficiant du mentor et de voir si la personne souhaite être encadrée pour devenir un directeur ou une directrice. Je vais donner 2 minutes à Cécilia pour répondre à la prochaine question. Quel conseil offririez-vous aux bibliothécaires canadiens pour changer les choses à partir de maintenant? Alan en a déjà parlé, d'avoir de la réflexion approfondie sur le plan individuel quant à son style de leadership et aussi d'avoir cette réflexion pour l'équipe de leadership, penser au pouvoir et aux privilèges que vous avez. Je suis dans un programme de perfectionnement de carrière de l'ARL. C'est un programme assez transformateur pour moi. Ça m'a pris un certain temps afin de savoir que je méritais d'être dans le programme. Je connaissais le programme, mais j'ai pris quelques années avant de faire une demande. J'ai été accepté, mon établissement m'a appuyé dans la participation au programme, mais c'est déplorable que nous n'avons pas l'équivalent au Canada. Je ne connais pas plusieurs programmes qui sont conçus pour les bibliothécaires racialisés, créés par du personnel et des bibliothécaires racialisés. C'est un programme unique. Ce serait incroyable de créer quelque chose de semblable pour créer une nouvelle génération de bibliothécaires racialisés dans des postes de direction au Canada, puisque nous avons une situation et des contextes différents aux États-Unis.
j'aimerais voir se concrétiser un programme semblable. Je vais peut-être devoir participer à sa création. Mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Merci, Cécilia. Nous avons besoin d'un programme canadien semblable au programme de leadership en pratique bibliothécaire. Cécilia s'est portée volontaire pour aider à la création de ce programme. Merci pour vos réponses aux questions préparées. J'ai quelques questions dans la zone conversée. J'ai une question pour Cécilia. Cette question porte sur les entretiens. Est-ce que vous pensez que ça peut faire partie d'une réunion d'évaluation de rendement annuel ou est-ce qu'il doit y avoir des discussions séparées pour l'établissement d'objectifs de carrière avec des réunions individuelles? C'est une bonne question. Je pense que ce seraient des mesures qui devraient se faire durant le processus d'évaluation annuelle, mais peut-être que quelqu'un des RH pourrait mieux répondre. Ça dépend de la culture organisationnelle et la relation avec l'employeur. Si vous êtes habitué à avoir des discussions sur le perfectionnement de carrière, peut-être que vous pouvez glisser ces mesures dans vos discussions. Ces questions pourraient être offertes d'avance et une personne pourrait penser à ces réponses afin d'avoir une discussion un peu plus formelle. Je n'ai pas une réponse exacte et tout dépend du contexte. C'est un peu différent d'un entretien de départ. Dans ce cas-ci, ces entretiens en cours de carrière peuvent chercher à avoir les raisons pour rester en place. Une autre question porte sur les bibliothécaires racialisés qui hésitent à exprimer leur avis. Elles ont peut-être l'impression d'être négatives. La question est pour les directeurs de bibliothèques universitaires. Quelle est la valeur d'offrir à ces bibliothécaires racialisés les mêmes privilèges que leurs homologues blancs, malgré une expertise peut-être inférieure? Qui aimerait répondre à la question? Vous l'avez mentionné en parlant de bibliothécaires en début de carrière ou en milieu de carrière. Que diriez-vous à votre équipe de direction pour examiner la situation des bibliothécaires racialisés? Ou que feriez-vous dans cette situation si vous étiez dans cette position? Nous avons tendance à embaucher des personnes qui nous ressemblent. Si vous êtes bibliothécaire racialisé, peut-être que vous le faites, mais si vous êtes différent, que feriez-vous? J'aimerais examiner la question par rapport à ce que je ferais en tant que directeur. Je reviendrai à la métaphore d'un siège à la table. Je m'assurerai d'avoir une représentation équitable dans le processus décisionnel. Même si vous invitez des bibliothécaires racialisés à la table, ces bibliothécaires n'auront peut-être pas la voix qu'ils pensaient avoir. Ça revient aux intentions. Il faut concevoir un processus dans lequel les bibliothécaires racialisés ont l'opportunité d'exprimer leurs opinions et leurs pensées. Dans plusieurs cas, la personne qui parle le plus fort a le dernier mot. Mais il faut inverser cette situation. Il faut avoir différentes approches par rapport à la communication. Ce serait une grande étape pour interrompre la
perpétuité de la culture blanche dans les bibliothèques. Merci, Alan. Lay, je crois que j'ai vu votre main levée. Oui. Je voulais dire d'entrée de jeu que les directeurs doivent reconnaître qu'il y a un traitement préférentiel envers les collègues blancs. Il faut admettre qu'il y a des préjugés, des biais inconscients. Il faut régler ces enjeux en premier. Ensuite, il faut penser à la valeur de l'écoute et d'offrir le même traitement à tous et chacun. Peut-être que nous pourrions utiliser les objectifs afin de trouver des façons de déployer le talent, d'améliorer le rendement et d'encourager le perfectionnement professionnel au lieu d'utiliser des évaluations subjectives qui ont des préjugés intégrés. Ce serait une chose que nous pourrions améliorer lorsqu'il y a un candidat potentiel qu'il faut encadrer et regarder les candidats qu'on n'a peut-être pas considérés d'entrée de jeu. Il faut peut-être faire un effort supplémentaire afin d'avoir une discussion pour voir quelle serait la valeur d'un candidat racialisé. Parfait, merci. Une autre question sur l'embauche de candidats à l'interne. Cécilia en a déjà parlé, mais j'invite tous les panélistes à répondre. Pourriez-vous expliquer comment composer avec la situation si vous êtes un candidat BIPOC qui est embauché au lieu d'un candidat interne? Ou je crois que c'est plutôt un candidat interne noir, autochtone ou de couleur. Je ne sais pas si c'est moi qui a mentionné les embauches à l'interne. Je peux comprendre que ça peut être une situation complexe d'être perçu comme la personne embauchée à cause de sa diversité. Tout revient à la culture. On souhaite que la culture organisationnelle est prête à soutenir le bibliothécaire racialisé. Je ne sais pas comment le bibliothécaire pourrait survivre ou s'épanouir dans cette situation. Dans les médias sociaux, j'ai vu une déclaration sur le climat de travail qui est partagé durant l'entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a déjà eu des signes d'alarme qui ont été soulevés? Si c'est le cas, le candidat ou la candidate peut se poser la question, est-ce que je veux me mettre dans cette situation? Est-ce que cette situation va me nuire? Je sais que ça ne répond pas directement à la question, mais j'espère que ça vous donne de la matière à réflexion sur les situations délicates, d'être perçu comme la personne embauchée à cause de sa diversité. Merci, Cécilia. Alan? Oui, j'aimerais répondre à la question. Du point de vue de l'établissement, tout revient à l'idée de rétention et de garantir la réussite. C'est très important de retenir vos bibliothécaires BIPOC, peu importe si c'est une embauche interne ou externe. Pour les bibliothécaires BIPOC, il faut les embaucher avec l'intention qu'ils ou elles réussissent. J'ai vu un poste affiché seulement pour les bibliothécaires racialisés. C'est merveilleux, c'est très bien pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Mais est-ce que ce poste est conçu pour garantir la réussite du candidat ou de la candidate?
ce qui revient à nos conversations précédentes sur les biais, les préjugés inconscients. Est-ce que nous pouvons mettre ces pratiques en œuvre sur le plan de l'établissement? Est-ce que c'est possible d'avoir un candidat dans les bons comités et de garantir leur réussite en offrant une direction claire dans la progression de carrière? Pas seulement parachuter une personne dans un poste et de voir si il ou elle réussit. Nous devons agir de façon délibérée avec l'intention de la réussite et de maintenir ces personnes dans l'établissement au long de leur carrière. Afra, je voulais faire du pouce sur le commentaire d'Alan. Je crois également que d'un point de vue de direction de bibliothèque, il faut créer des réseaux de soutien pour ces postes et de mettre en place des mécanismes de rétroaction pour évaluer comment les choses avancent dans ce poste. Évidemment, une personne parachutée sans ressources et de soutien est problématique, ce qui fait que certains candidats vont se sentir comme ils ont été embauchés seulement à cause de leur statut de diversité. Il y a différentes choses qui peuvent être faites dans l'établissement afin d'aider ces personnes racialisées dans leurs différents postes. J'espère que vous écoutez, vous examinez les différentes façons de surmonter le défi afin d'avoir une transition plus harmonieuse et de faire en sorte que la direction s'implique, pas seulement le superviseur direct, mais aussi la haute direction de la bibliothèque, afin que la transition réussisse. Parfait, merci. Dernière question. C'est une question de Sandra, qui croit qu'une bonne représentation dans notre secteur pourrait mener à des publications plus rigoureuses. C'est très important dans notre perfectionnement professionnel, surtout dans les bibliothèques universitaires. Qu'en pensez-vous? C'est une question sur l'augmentation des groupes sous-représentés afin d'avoir des publications rigoureuses de différentes perspectives. Je peux m'essayer en premier. En prenant une approche un peu plus conceptuelle, la bibliothéconomie a eu de la difficulté avec cette crise identitaire depuis de nombreuses années, en partie à cause du manque de diversité de bibliothécaires racialisés. Par rapport à la recherche, si la profession n'a pas la représentation de voix diversifiées reflétant la communauté dans laquelle on s'inscrit, la profession aura des difficultés. En bibliothéconomie, il y a une perpétuité de la recherche blanche et il y a des citations mises en ghetto, ce qui a des répercussions dans le milieu de travail. Des répercussions sur les propositions de recherche. Sans la diversité, il y a un bassin génétique restreint qui se réplique et ne peut pas accroître ou s'élargir. Il faut se poser des questions sur la nature de la bibliothéconomie. Ce qui revient au système, aux structures, et de revoir l'ensemble de ceux-ci en incluant différentes perspectives, avec le mentorat, la direction, la publication, le point de vue de l'équité, la diversité et l'inclusion. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour la séance. J'aimerais remercier les panélistes et les participants pour les réponses et les questions.
Nous avons parlé de l'importance des réseaux, du mentorat, du leadership, de la formation et de la crise identitaire dans la bibliothéconomie qu'il faut reconstruire afin de répondre aux besoins actuels des bibliothécaires, surtout d'un point de vue canadien, d'un point de vue de diversité et d'inclusion. Ce sont des leçons pour les directions de bibliothèques. Pour les bibliothécaires racialisés, vous pouvez défendre vos intérêts, faire votre promotion. Si vous vous intéressez à la direction, trouvez les différentes opportunités, soyez vous-même et agissez comme des modèles. Je vais maintenant céder la parole à Julie qui va conclure la séance d'aujourd'hui. Merci, Maha. Au nom de l'ABRC, j'aimerais remercier les panélistes pour cette discussion. J'aimerais remercier les participants pour leur présence. Restez à l'affût des prochains webinaires dans cette série. Nous prévoyons un panel à l'automne avec des collègues autochtones. L'ABRC organise aussi une étude sur la diversité qui devrait être lancée à l'automne. Toute l'information sur l'initiative sont dans les diapositives dont le lien est dans la zone conversée et sur le site web de l'ABRC. Merci.